Bonsoir, je suis Marc Lavergne. Je suis invité ce soir à présenter un exposé sur la construction de l'État dans les cornes de l'Afrique, une mission impossible, point d'interrogation. Je suis très ému, très heureux d'avoir cette occasion de partager avec vous quelques vues sur cette région du monde qui a été évoquée à l'instant et qui nous réunit ce soir, la Corne de l'Afrique. Effectivement, c'est une région qui est méconnue, je pense, dans son ensemble, mal perçue, auréolée presque de mystère, pourrait-on dire, et qui a surtout suscité l'intérêt et la vocation de romanciers, de voyageurs, d'explorateurs. Mais une région qui, je pense, n'a jamais été vraiment pensée dans ses structures, dans son mode de fonctionnement. Très divers. On a toutes sortes de peuples qui sont réunis là. On en perçoit surtout les clivages, peut-être moins les éléments d'unité qui font que cette corne de l'Afrique est finalement très différente du reste de l'Afrique. Même si elle abrite le siège de l'Union africaine, c'est une Afrique en marge, c'est une Afrique qui n'a pas reçu la même attention ou le même type d'attention que les autres parties du continent de la part de colonisateurs, des colonisateurs européens au fil des siècles. C'est une région qui a vraiment une autonomie, je dirais, de destin très particulière, qui fait que les éléments d'analyse que nous avons quand nous sommes confrontés à des situations souvent dramatiques dans cette région du monde, nous avons beaucoup de mal à les analyser. Et je revendique moi-même, ou je reconnais être moi aussi tout à fait hors de ma zone de confort. Quand je fréquente cette région, j'y suis venu la première fois il y a maintenant plus de 50 ans, à Djibouti, qui était encore un territoire français, et puis je n'ai pas cessé d'y retourner, mais sans que jamais ça ne devienne ma zone principale d'intérêt. Mes recherches, mes travaux, mon activité professionnelle ont plutôt tourné sur le monde arabe, et en particulier le Moyen-Orient arabe, que sur cette corne de l'Afrique qui est un peu perçue depuis le monde arabe comme une périphérie. Et quand on regarde d'autres pays d'Afrique, c'est une région totalement inconnue. Moi, j'ai participé à des conférences à Abidjan avec des journalistes de toute l'Afrique, par exemple, et qui découvraient la Lune quand on leur parlait de la Corne de l'Afrique. Donc, à l'intérieur même du continent africain, c'est une région tout à fait à part, malgré ce statut de capitale de l'Afrique qu'a Djibouti, Addis Abeba. Voilà. Donc, encore une fois, je ne prétends à aucune compétence particulière sur cette région que j'ai traversée un peu en tous sens au fil des décennies, des années, à divers titres. Et j'y reviendrai peut-être, parce que ça peut avoir éventuellement un intérêt pour comprendre cette région, ou bien pour partager la compréhension que je peux en avoir, mais ça n'est en aucune manière une compétence surplombante sur cette région. J'ai trouvé que la question qui était posée pour cette soirée, qui était la construction de l'État, ça m'a paru tout à fait intéressant, parce que c'est effectivement une question qui concerne le club démocratie, bien sûr. Comment construire un État qui fonctionne, un État qui satisfasse les besoins de ses citoyens. C'est quelque chose qui est sur la table aujourd'hui en France, en Europe et partout dans le monde, mais qui peut aussi se poser et être éclairé par une réflexion qui porterait sur une région comme ça, où l'État paraît faible, paraît livré aux appétits concurrents de différents groupes ethniques, ou bien professionnels, ou bien religieux de toutes sortes. Voilà. Donc, on a dans cette région aujourd'hui
des processus à l'œuvre, je dirais. Depuis leur indépendance, ils ont été colonisés d'une manière particulière, et ça joue encore aujourd'hui sur leur destin, je pense. Donc on pourra faire une comparaison entre la façon dont ces pays ont été colonisés et la façon dont la colonisation s'est opérée dans d'autres parties de l'Afrique, et ça peut avoir des conséquences sur aujourd'hui la perception qu'on a de l'État, la perception qu'on a du vivre ensemble dans des ensembles qui n'ont pas été décidés dans l'ensemble par leurs habitants. On a une impression d'instabilité permanente dans cette région du monde. Est-ce que cette instabilité masque finalement une sorte de stabilité, je dirais, d'équilibre des déséquilibres? Et est-ce que c'est une situation dont on peut sortir, et de quelle manière on peut sortir pour que les peuples de cette région, qui souffrent de cette instabilité, trouvent enfin le chemin de la paix et du développement? C'est une question qu'on peut se poser dans la mesure où on a l'impression que tout le monde est perdant dans la Corne de l'Afrique avec cette situation d'instabilité et de guerre chronique. Tout le monde est perdant, aussi bien les dirigeants ou ceux qui prétendent l'être, que la population, dans la mesure où cette instabilité revêt des causes qu'on perçoit mal, qui ne sont pas clairement idéologiques, ni même économiques, à la différence de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, il est difficile de chez nous de saisir les processus à l'œuvre dans ces régions. Il y a des évolutions, et quand on a, comme moi, un peu un regard sur le temps long, on peut percevoir certaines évolutions, mais pour autant, on n'est pas sûr qu'il y ait vraiment un progrès, une stabilisation et un engagement commun ou un engagement partagé pour un progrès et une pacification de la région. Donc on sait qu'il y a des guerres actuellement à l'œuvre au Tigré, avec bien sûr des périodes de cessez-le-feu, des périodes de paix, de recherche, de négociation, pour trouver des points d'équilibre entre les revendications des uns et des autres. On voit qu'en Somalie, il y a également aujourd'hui, et depuis maintenant une trentaine d'années, une situation d'instabilité permanente entre des groupes dont on a du mal à discerner à partir d'ici les enjeux, les compétences et les acteurs. Voilà. Je ne parle que du Tigré, de la Somalie à ce stade, mais on peut se poser la question aussi pour tous les autres ensembles de la région, que ce soit l'Érythrée, que ce soit le Somaliland, ou l'ex-Somaliland britannique, qui sont des régions qui chacune présentent un intérêt pour l'analyste, dans la mesure où elles sont très différentes. Chaque pays présente une équation différente, une équation aussi insoluble, je dirais, mais qui peut amener à une réflexion sur ce qu'est l'État, sur ce que devrait être l'État, pas forcément une projection de l'État tel que nous le concevons, mais d'un État qui soit généré de l'intérieur par ces sociétés sur des bases qui correspondent à leur culture et à leurs intérêts. Alors, je dirais que il y a des gens ici qui sont plus compétents que moi pour parler de ce sujet, dans la mesure où ils ont une expérience de terrain qui est tout à fait exceptionnelle. Pour ce qui concerne notre compréhension en tant que Français de ce qui se passe dans cette région du monde, et c'est peut-être valable aussi pour d'autres, c'est que l'information qui nous en vient est biaisée, évidemment. Elle est pas biaisée, elle est filtrée. Et nous n'avons que des éléments de géopolitique, c'est-à-dire pour l'essentiel de conflits ou de débats et d'enjeux entre des puissances étrangères, et non pas ce qui se passe à l'intérieur de ces pays. Donc, ma tentative ce soir, ça serait plutôt d'essayer d'entrer dans l'intérieur de ces sociétés pour comprendre quels sont leurs clivages, leurs ambitions, leurs déficits. Voilà. Alors ça, c'est l'information que nous recevons est donc très réduite et schématisée sur ces régions.
et malgré la réduction des distances physiques, des distances mentales qu'on peut avoir avec le reste du monde, hein, nous voyageons aisément, en quelques heures d'avion, nous pouvons aller sur place, hein, et avoir l'illusion de connaître et de comprendre. Je crois qu'il y a là un biais qui est assez perturbant et finalement négatif, parce que cette impression n'est qu'une illusion dans tous ces pays de cette région comme du reste du monde. Hein. La compréhension de l'altérité est, je pense, beaucoup plus réduite chez nous que chez les explorateurs, ou bien des gens comme Rimbaud, par exemple, qui s'était installé à Harare, comme chacun sait, hein, et qui, lui, vivait au quotidien la vie et les contradictions des populations. Voilà. Nous sommes dans un village global, et moi je suis très heureux que ce soir, on puisse essayer de descendre un peu plus auprès des populations, pour essayer de comprendre avec toutes les lacunes que ça présente, hein, bien sûr, ce qui les meut, et quel potentiel elles recèlent, et ce qu'elles attendent, finalement. Alors, il y a... Pour parler de démocratie ou bien de construction d'État, on part d'un modèle qui est issu de chez nous. Un modèle qu'on essaye de transplanter. Ce qu'on a essayé de faire dans tous les pays colonisés, on a exporté un modèle d'État. Alors que dans la Corne de l'Afrique, il me semble qu'il y a une certaine différence dans la mesure où c'est le modèle d'organisation traditionnelle, comme on dit, des sociétés qui a prévalu. Et notre modèle n'a été que plaqué de façon extrêmement artificielle, mais peut-être ailleurs aussi, bien entendu, il est remis en cause partout, mais notre modèle a été, pour différentes raisons sur lesquelles je reviendrai, plaqué de manière extrêmement légère et illusoire au cours du XXe siècle. Hein, nous sommes restés dans une certaine altérité par rapport à ces sociétés. Quand on pense à la piraterie en Somalie, personne n'a été capable, à ma connaissance, d'expliquer réellement d'où venait cette piraterie, comment elle s'organisait, à quoi elle servait, à qui elle profitait. Hein, on reste avec des images datées de notre piraterie à nous, que nous avons connue, du temps de la marine à voile, hein, et pas du tout de cette modernité de la piraterie telle qu'elle a été organisée par les peuples en question. On a des trafics humains, ce sont des choses aujourd'hui, l'esclavage, ou bien les migrants, tout ça sont des choses qui nous sont tout à fait extérieures, même si on nous rapporte le terminal de ces aventures quand ça parvient sur nos rivages. Mais dans ces points de départ, comment fonctionne cette économie du trafic humain? Comment est-elle gérée? En quoi participe-t-elle d'une économie générale? Et on pourrait parler de l'or, du trafic de drogue, on pourrait parler de toute cette économie qu'on dit informelle parce que nous ne la comprenons pas, mais qui est parfaitement formelle, hein, qui est toujours très organisée, qui est un marqueur aussi social, qui permet d'identifier des groupes dominants, des groupes dominés, des gens qui ont du pouvoir et des gens qui sont au contraire soumis. Cela sans même parler des conflits ethniques, des conflits tribaux, des conflits qui nous dépassent totalement. Hein. On peut mettre des noms sur des groupes en disant un tel attaque un tel, ou tel peuple déteste tel autre peuple. Mais dans quelle mesure, qu'est-ce que ça recouvre vraiment? Et en quoi ces peuples qu'on dit se détester, ou se jalouser, ou être rivaux, eh bien, en quoi ces peuples, je dirais, sur quoi reposent ces relations entre les groupes ethniques, les groupes religieux? Moi, je me souviens, j'étais à Sciences Po dans les débuts des années 70, on nous apprenait que la Somalie, elle était le seul pays d'Afrique qui tenait sur ses jambes. Parce que c'était le seul qui avait un peuple, une langue, une religion. On voit le résultat aujourd'hui. Donc voilà, bon, je ne pense pas qu'aujourd'hui on apprenne des choses beaucoup plus pertinentes à Sciences Po, mais c'est un autre sujet.
je dirais que le niveau d'analyse est resté toujours comme ça, un peu de survol des réalités de la planète. Et peut-être que c'est le cas aussi en dehors de ces institutions d'enseignement, à d'autres niveaux aussi, on reste un peu sur notre faim et avec un sentiment que la réalité nous échappe. Et que finalement, on essaye de faire une opération Atalante pour bloquer les pirates, on essaye de faire des mesures comme ça, des rustines sur des problèmes qu'on ne cherche pas à identifier en profondeur. Hein. On pourrait parler pour la Somalie du drame qu'ont provoqué les boues rouges italiennes qui ont été déversées dans la mer, qui ont tué tous les poissons, qui font que les gens, des sécheresses, qui font que les gens ont perdu leurs troupeaux et qu'ils sont devenus des pêcheurs aussi. Enfin, tout ça se télescope et finalement finit par donner peut-être la porte ouverte à la piraterie. Voilà, ça c'est la question de notre modèle externe et aussi de notre incompétence, puisque les formations académiques auxquelles nous participons n'évoquent pas du tout ces sujets-là. Nous n'avons pas de spécialistes de ces questions tribales, de ces questions locales de la Corne de l'Afrique. Nous avons des spécialistes des langues, parfois orientales, hein, bien entendu. Et ça, c'est précieux. Mais des spécialistes, des gens qui connaîtraient la vie au quotidien de ces populations, eh bien c'est assez limité, encore une fois, malgré la présence de centres de recherche, comme on a à Addis Abeba, un centre prestigieux et tout à fait honorable de recherche éthiopienne. Mais on s'intéresse souvent beaucoup plus d'ailleurs à l'histoire ou à la préhistoire de ces régions qu'aux problèmes du quotidien, parce qu'il y a des barrières politiques, il y a des barrières diplomatiques, hein, il y a des sensibilités qui font que si on veut rester sur place, il y a des sujets qu'on ne peut pas évoquer, puis il y a des questions de sécurité, il y a des questions administratives aussi, qui font que notre compréhension, malgré notre présence, parfois est assez limitée, et la mienne d'ailleurs ne fait pas exception. Voilà. Alors, il y a aussi peut-être un accent qui est mis sur la géopolitique, avec un malentendu sur ce qu'est la géopolitique. La géopolitique, dans l'esprit de ses concepteurs, n'était pas la relation internationale. C'était vraiment l'alliance de la géographie. Je me targue d'être au départ un géographe, et je ne suis pas le seul dans cette assemblée, et je pense que la géographie pouvait fournir des clés comme l'histoire, à la compréhension du politique. Et je constate que c'est de moins en moins le cas. Hein, c'est-à-dire qu'on passe un peu sur ces contraintes, ou bien ces prégnances pour les populations de ces pays, en particulier, de la géographie et leur compréhension d'une histoire qui n'est pas la nôtre. Mais qui est une histoire tout de même. Quand on dit que l'Afrique n'a pas d'histoire, ou n'est pas entrée dans l'histoire, eh bien, nous verrons avec l'exemple de la Corne de l'Afrique que c'est loin d'être le cas. Voilà, donc ce problème-là fait que, ou cette distance que nous avons fait qu'en situation de crise ou de conflit, nous manquons peut-être des instruments de compréhension. Alors, la Corne de l'Afrique, du fait, est une région fantasmée, je dirais. En général, une région à part sur la planète, une région qu'on considère comme rebelle, jamais vraiment colonisée. La colonisation ne remonte que, pour l'essentiel, au XXe siècle, dans cette région, et ça a toujours été une colonisation assez utilitaire, je dirais, sans avoir un drapeau à la main, qui sera un drapeau civilisationnel ou autre, mais simplement l'intérêt du moment. On verra que l'ouverture du canal de Suez, par exemple, a provoqué un intérêt pour la mer Rouge, et donc un intérêt qui ne visait pas la mer Rouge en tant que telle, mais en tant que lieu de passage vers l'océan Indien, vers la Chine, vers l'Indochine, vers l'Empire des Indes, vers nos possessions de l'océan Indien, etc. Voilà. Donc, ça a donné une certaine myopie par rapport à cette Afrique de la Corne qui a été, non pas distribuée, je dirais, mais partagée entre la France et la Grande-Bretagne,
Avec l'Italie, on verra, qui a joué un rôle important parce que l'Italie est devenue indépendante grâce à la France, ou s'est unie, plus exactement en 1860, et les Anglais se sont servis de l'Italie pour essayer de bloquer les Français dans la région, et ça a donné une tournure particulière à la colonisation de cette région, puisque la colonisation italienne y a joué un rôle prépondérant entre l'Érythrée, la Somalie, et puis la conquête, évidemment, de l'Abyssinie, de l'Éthiopie, entre les deux. Alors, l'Éthiopie, qui est au cœur, n'avait jamais été colonisée. Hein. Ce qu'on peut brosser comme premier tableau, c'est que la Corne de l'Afrique, c'est d'abord des rivages, et à l'intérieur, la forteresse abyssine. Des rivages ouverts sur le monde extérieur, peuplés de nomades, des régions désertiques, hein, avec des ports pour des marins qui viennent d'ailleurs, hein, du Golfe, ou bien de l'Inde, et plus tard de l'Europe. Mais cette dichotomie, elle est valable pour comprendre toute la Corne de l'Afrique. Cette forteresse abyssine, c'est-à-dire de hauts plateaux qui montent à plus de 4000 mètres, hein, qui sont peuplés de sédentaires, de paysans, ancrés depuis des millénaires, et autour des nomades qui élèvent des chameaux, et les chameaux, ça ne sert pas à donner des chamelles, ça sert à transporter des marchandises. Donc, entre l'intérieur et la côte, il y a ces populations nomades qui sont alliées aux marins, finalement. Et quand vous regardez les problèmes de la Corne de l'Afrique, un premier regard, c'est ça qui saute aux yeux, si vous voulez. Hein. C'est à la fois un centre fermé, très important, solidement constitué autour de ses propres racines, de ses propres structures politiques, juridiques, et aussi de ses propres choix religieux, etc. L'Éthiopie, qui compte aujourd'hui 110 millions d'habitants pour l'essentiel, hein, c'est de ça qu'il s'agit, et puis les rivages. Donc les rivages ont été les premiers colonisés, bien entendu, par les pays concurrents qu'étaient la Grande-Bretagne et la France, hein, ou Djibouti qui devait faire pendant à Aden du côté de la péninsule arabique, et puis après d'autres implantations, on l'a vu, avec l'Érythrée qui est devenue une colonie italienne. On verra que finalement chacun de ces territoires a un destin très différent, mais au XXe siècle. Hein, quelque chose de récent qui fait qu'il y a des différences considérables entre ces territoires. Donc une Afrique qui était lointaine, qui était marginale par rapport au projet colonial des pays colonisateurs, qui avaient conquis l'ensemble de la planète, et une colonisation purement utilitaire, qui ne visait pas à exploiter les richesses du pays, mais à avoir des points d'appui stratégiques pour aller ailleurs, pour aller vers l'océan Indien, vers le Pacifique ou vers les mers de Chine. Dans la mesure où on ne percevait pas de richesse particulière. Hein. L'exemple de Rimbaud qui trafiquait des armes contre des peaux de chèvre à Harare, c'est tout à fait marginal. Ça montre bien qu'il n'y avait pas de colonisation, il n'y avait même pas d'envie de colonisation dans ces pays à l'époque. Alors, pourquoi la Corne de l'Afrique, hein, c'était, je crois, là qu'on en était resté. C'est une région, finalement, qui paraît marginale, où il n'y a pas de ressources ni d'enjeux. C'est une région, je dis, un peu cloisonnée. Même si elle est bordée par des océans, par des mers qui sont très fréquentées, la Corne elle-même n'intéresse pas. Elle n'a pas de richesse minière, pas de richesse pétrolière, pas de richesse agricole, à part le café. Hein. Le nom de café vient d'une province d'Éthiopie, qui est la province de Kaffa. Donc, depuis l'Antiquité ou la haute époque, le café nous provient d'Érythrée par le biais de l'Empire ottoman, hein, à partir du XVIe, XVIIe siècle. Mais ça ne justifie pas le manque d'intérêt que l'on a pour cette région. Donc la région du produit du café est une région reculée de l'Éthiopie. Alors, c'est une région qui est un angle mort de la mondialisation.
en apparence, hein, avec une exception pour la Chine, qui a découvert là une ressource humaine au tarif imbattable, hein, puisqu'on peut embaucher des ouvrières dans le textile pour 20-25 $ par mois, hein, ce qui est la moitié du Bangladesh, et même pas le quart du Vietnam ou d'autres, et beaucoup moins encore du coût de la main-d'œuvre chinoise. Mais cela dit, avec cette exception, si vous voulez, la Corne de l'Afrique n'a effectivement pas attiré d'intérêt autre que cette main-d'œuvre surabondante et bon marché. Alors c'est une Afrique lointaine dans l'imaginaire et dans la réalité aussi, difficile d'accès, marginale, qui n'a pas été disputée d'ailleurs tellement entre les puissances coloniales. Chacun a pris le bout de terrain dont il avait besoin. Les Anglais avaient Aden depuis 1839, ça suffisait pour faire un dépôt de charbon, hein, pour les vapeurs qui allaient plus loin, et ils ont pris en face le Somaliland, dont ils n'ont jamais rien fait. Les Italiens, eux, jeune nation malaisément unie par Napoléon III, eh bien, ils ont eu la Somalie, qui a produit des bananes. Bon, des bananes, oui. Parce qu'il y a un fleuve qui traverse le désert et qui est irrigué. On le voit dans ce film qui avait été fait par Frédéric Mitterrand, Lettres d'amour en Somalie. Hein, il y a des images magnifiques de cette Somalie, qui est un pays qui était à l'époque encore très endormi, hein, et très, finalement, accueillant. Maintenant, de l'autre côté, il y a l'Érythrée. Alors l'Érythrée, on connaît mieux, parce que l'Érythrée est un pays qui a eu un parcours, et qui a toujours un parcours très chaotique, hein, très disputé, mais pas disputé entre puissances coloniales, disputé par l'Italie et l'Éthiopie, qui était un pays indépendant et qui l'est resté. L'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée, le seul pays d'Afrique à ne jamais avoir été colonisé. Hein. Donc un pays puissant, un pays important, mais un pays où la problématique de notre soirée se pose aussi, c'est-à-dire la construction de l'État éthiopien, c'est quelque chose qui est toujours sur la table pour nous, hein, dans cette complexité d'un vaste pays très peuplé, mais qui n'arrive pas à trouver, disons, le chemin d'une unité qui ferait l'assentiment de tous ces peuples. Alors la construction de l'État, est-ce que c'est une notion récente dans la région? C'est un peu l'impression qu'on peut avoir, hein, que l'État, encore une fois, on l'a dit à propos de la plupart des pays d'Afrique, c'est une construction non seulement récente, mais exogène, hein, qui s'est forgée sur l'héritage des puissances coloniales. En Éthiopie, c'est différent. C'est même d'autant plus différent que la construction de l'État éthiopien ou abyssin remonte à des siècles et des siècles avant la construction de l'État moderne en Europe, ou de l'État moderne tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Hein. C'est cette fondation du royaume sabéen, à cheval entre le Yémen et l'Éthiopie d'aujourd'hui, l'Abyssinie, entre l'Arabie heureuse au Yémen et le pays de Pout, qui était un même empire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de hiatus en traversant la mer Rouge. Et là, on a l'événement éponyme, l'événement fondateur de l'Éthiopie jusqu'à présent, qui sont les amours du roi Salomon et de la reine de Saba. La reine de Saba qui s'était rendue à Jérusalem, qui avait été accueillie avec toute l'hospitalité possible par le roi Salomon. Et de cette hospitalité a jailli, ou est né, le fondateur de l'Empire éthiopien. Donc quand vous allez en Éthiopie, c'est une histoire réelle ou imaginaire qui fait le quotidien et l'assentiment de tous les Éthiopiens. C'est l'acte fondateur de cet empire éthiopien. Et le roi Salomon, on parle là de l'âge du fer.
c'est-à-dire moins 800 avant notre ère. Hein. Alors, c'est jeune par rapport à l'Iliade et l'Odyssée, mais c'est quand même bien plus ancien que la fondation des empires féodaux ou des royaumes d'Europe occidentale. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, malgré les changements de régime, les changements de dynastie, eh bien, il y a toujours cette référence omniprésente, à la fois religieuse, spirituelle et temporelle, à cet acte fondateur de l'Éthiopie, il y a maintenant donc près de 3000 ans. Donc, la fondation d'un royaume, c'est effectivement un acte, mais c'est aussi la construction d'une administration, d'une mainmise sur un territoire, sur ses richesses, et quelque chose qui est pérenne, encore une fois, quelles que soient les dynasties qui se succèdent, quels que soient les tenants de l'Empire, c'est une reconnaissance d'un parcours comme ça, qui n'a pas été interrompu jusqu'au XXe siècle, hein, puisque le roi, l'empereur Haïlé Sélassié, qui est arrivé au pouvoir, je crois, en 1928, dans les années 20, a régné jusqu'en 1974. Donc, et qu'aujourd'hui, même si cette référence à l'acte fondateur du royaume de Saba et de l'Empire éthiopien est un peu passée, elle est omniprésente dans la vie quotidienne des gens, même si elle ne résonne plus au niveau politique, bien entendu. Voilà, donc, sur quoi reposait d'abord cet empire? Parce qu'un État doit reposer sur des ressources, soit une imposition, soit des ressources naturelles, soit du commerce, etc. L'empire abyssin reposait sur l'exportation d'or, d'encens, de café, depuis la nuit des temps, si on peut dire. Hein. Si vous allez en Égypte, en Haute-Égypte, et que vous voyez le temple de Der el-Bahari, de la reine Hatshepsut, vous verrez que chaque année, il y avait des expéditions au pays de Punt. Le pays de Punt, on ne sait pas trop où c'est, mais de toute évidence, c'est le pays des aromates, de l'encens, des mines d'or que l'on trouve encore aujourd'hui dans la montagne, les montagnes de la mer Rouge au Soudan. Vous trouvez encore les galeries de mines des expéditions égyptiennes qui venaient chercher l'or à cet endroit. Donc ça n'est pas des mythes, ce ne sont pas des choses qui ont été inventées pour se donner des racines, c'est des ressources financières pour un État. Donc l'Abyssinie a été en contact dès les premiers temps avec le monde extérieur par le biais de ces ports qui étaient tenus par des nomades, par des marins qui étaient exogènes, qui n'étaient pas des gens qui avaient la même culture, la même religion, mais qui étaient en symbiose avec cet empire central pour à la fois exporter, je dirais, vers l'Inde, vers la côte orientale de l'Afrique, mais aussi à travers la vallée du Nil, il y avait un autre parcours qui rejoignait Alexandrie, qui rejoignait les ports égyptiens, jusque vers l'Europe. À partir, et là vous pensez au livre de Jean-Christophe Ruffin, l'Abyssin, hein, si certains l'ont lu, qui relate une histoire tout à fait postérieure. Je pense que c'est au temps de Louis XIV, de quelqu'un qui suit cette route qui a existé jusqu'au XXe siècle, la route de l'or, à travers l'Égypte, le Soudan, jusqu'en Éthiopie. Donc, ce sont des routes commerçantes, des routes qui ont assuré la prospérité de cet empire éthiopien. Si vous allez à Aksum, ce qui est difficile par les temps qui courent, évidemment, puisque c'est au centre de la guerre entre le Tigré et le gouvernement central d'Addis Abeba, eh bien, vous voyez ces colonnes, cet empire d'Aksum, qui a fleuri quelques années avant notre ère, et jusqu'au XIIIe siècle, hein, tout à fait au nord de l'Éthiopie, avec ces colonnes gigantesques, avec toutes sortes de vestiges. Et encore une fois, cet empire d'Aksum, qui a introduit le christianisme en Éthiopie, il reposait lui aussi sur le commerce avec la Méditerranée, à travers la vallée du Nil. Donc, des empires qui ne sont pas des empires, je dirais, comme ça, juste un tampon, ce sont des structures qui ont fonctionné avec des dynasties, avec des aristocraties, avec des sociétés commerçantes,
des gens qui étaient capables d'organiser des circuits avec des relais jusqu'à Alexandrie et peut-être jusqu'à Venise, jusque dans les ports italiens, hein, d'un côté, et de l'autre jusque vers l'Inde, hein, jusque vers les régions qui sont aujourd'hui le Kerala ou le Gujarat, et puis sur la côte africaine également. Donc une Abyssinie forteresse fermée sur elle-même, avec ses temples, avec ses palais, avec ses routes, avec son administration qui perdure d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui. Donc un empire très centralisé qui n'a rien à envier finalement à nos empires ou à nos royaumes, à nous, en Europe. Donc la notion d'État n'est pas une notion nouvelle. La question qu'on peut se poser, c'est le rapport de l'État avec les citoyens, bien entendu. Et là, on voit qu'il y a, comme il y a eu chez nous, mais de manière beaucoup plus durable et beaucoup plus marquée, un empire multinational. Et encore aujourd'hui, on s'identifie dans cet empire d'abord en fonction du peuple auquel on appartient. Le peuple éthiopien est quelque chose qui est un petit peu abstrait pour les gens. On est d'abord, parce qu'on parle telle langue, parce qu'on a telle origine locale, parce qu'on a tel parcours et tel héritage, on est d'abord, je dirais, Amara, ou Gala, Oromo, ou Tigréen. Hein, c'est ça qui est aujourd'hui en jeu. Qu'est-ce qui doit prédominer? Est-ce que c'est l'éclatement de cet empire éthiopien qui est devenu une fédération ethnique? On pourra se poser la question de savoir s'il est pertinent de faire des fédérations ethniques. Est-ce que ce n'est pas justement la mort de l'État que de faire des fédérations ethniques, hein, qui sont toujours imparfaites? Mais, encore une fois, la colonisation, elle n'a été possible par Mussolini. Quand on parle de colonisation, les Italiens sont restés moins longtemps dans leur colonie d'Éthiopie, dans leur imperiano, italiano, oriental, que les Allemands ne sont restés en France. La conquête de l'Abyssinie s'est opérée en 1935, et en 1941, les Anglais les ont mis dehors, avec un petit détachement de troupes françaises qui les a aidés. Donc on peut considérer qu'effectivement, il n'y a jamais eu de colonisation de l'Éthiopie par l'Italie. 6 ans, c'est une occupation. On entend parler dans les Balkans d'occupation ottomane. Là, ça a duré des siècles et des siècles, donc je me demande de quoi on parle. On parle d'occupation, alors que les gens étaient citoyens d'un empire qui était ottoman, centré sur Istanbul. Mais bon, c'est une parenthèse. Donc voilà, pour cette question de la construction impériale, alors il y a évidemment des cercles concentriques autour du centre du pouvoir qui s'est déplacé, parce que le pouvoir est exercé par des gens d'origine différente, et d'origine géographique, et d'origine ethnique aussi différente, qui parlaient de langues différentes, mais qui se sont toujours réclamés de cette filiation salomonienne, je dirais. Alors autour, il y avait, comme dans les empires européens, des marches. Alors les marches étaient les régions côtières, en l'occurrence, c'est-à-dire que cette Éthiopie, on le voit là par le commerce, ne se concevait et ne pouvait fonctionner qu'avec un accès à la mer, un accès indirect, qui était l'Érythrée, ce qu'on appelait le Bahr Negash. Il y avait une sorte de préfet ou de gouverneur de ce bord de mer qui gérait, lui, les relations avec les marchands étrangers, arabes ou de Zanzibar ou indiens, qui venaient et qui étaient acceptés pour venir décharger des marchandises. Et de la même manière, ailleurs, il y avait des marches avec des, disons, un dégradé de l'activité ou de la puissance du pouvoir central, plus on s'éloignait de la capitale, bien sûr. Et donc, dans les régions marginales, il y a toujours eu ce sentiment d'indépendance, c'est-à-dire d'une interconnexion et d'une interrelation, d'intérêt partagé avec le pouvoir central, mais d'indépendance, en fait, dans la gestion de la tribu, des clans de Somalie, par exemple, ou bien les Danakil, les Afars et autres dont on parlera. Voilà. Donc l'Éthiopie est restée un centre de cette corne de l'Afrique, avec
des luttes intestines sans merci entre d'abord les Tigréens, qui étaient, alors quand on dit Tigréens, maintenant on sait de quoi on parle, hein, ce sont les rebelles du TPLF qui sont aux prises avec le pouvoir central, mais ils ont régné sur toute l'Éthiopie pendant des siècles, hein, du IVe siècle à peu près jusqu'au XIIIe siècle, hein, à la louche, si vous voulez, avant d'être détrônés par d'autres qui sont leurs ennemis aujourd'hui, qui sont essentiellement les Amaras, qui se considèrent, eux, comme les nobles, les seigneurs qui estiment avoir la légitimité parce que tous ces gens parlent des langues apparentées qui remontent à un latin commun, le guès, mais la langue parlée par ces différents peuples de l'Éthiopie, pour ceux qui sont descendants de ce latin, eh bien, il y a des degrés comment dire, de respectabilité ou d'honorabilité de la langue. Et la langue qui est parlée par les Amaras, la Marinia, est la langue la plus reconnue, je dirais, plus que le Tigrinya. Et il y a entre ces peuples qui habitaient le même empire, qui se sont succédés au pouvoir, des différences qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, qui font que l'identité tigréenne est très différente, le caractère tigréen est très différent du caractère amara. Hein. Les Tigréens sont des gens peut-être plus rudes, plus brutaux, plus déterminés. Les Amaras sont des gens peut-être un peu plus civilisés, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qui ont des codes de sociabilité beaucoup plus raffinés, hein, et qui s'estiment donc être la noblesse. Il y a cet enjeu derrière le conflit qu'il y a aujourd'hui, de savoir qui doit diriger cet ensemble de dizaines, voire de centaines d'ethnies que constitue l'Éthiopie aujourd'hui, entre ces peuples, et puis les Oromos, le troisième grand peuple. Hein, pour vous donner un ordre d'idée, les Oromos sont 40% de la population de l'Éthiopie, les Amaras 30-35, et les Tigréens 6 à 8 au grand maximum. Mais, on va revenir là-dessus, chacun a eu son heure de gloire, je dirais, sauf les Oromos qui étaient, vous savez, comme des esclaves. Hein, les 40%, près de la moitié de la population de l'Éthiopie, est dans une situation aujourd'hui de revendication de sa place au soleil, au détriment aussi bien des Amaras que des Tigréens. Hein, ils n'ont aujourd'hui pas obtenu encore gain de cause, et ils sont eux-mêmes divisés du point de vue de la religion, divisés. Ce sont des esclaves, donc par définition, des gens originaires d'origines variées, hein, qui sont unis par leur destin secondaire. Et puis après, il y a toutes sortes de peuples en périphérie, on reviendra sur les Somalis, sur les Afars, etc., qui sont des peuples qui jouent un rôle parce qu'ils sont à cheval sur les frontières du pays, avec les pays voisins en particulier. Hein. Mais tout ça forme aujourd'hui cet ensemble éthiopien qui se cherche, et qui se cherche à travers des modèles très différents. On a donc eu un empire pendant des millénaires, jusqu'en 1974, où cet empire a été balayé par des militaires qui, eux, se voulaient proches ou inféodés à Moscou. Hein. Au communisme, ça a été l'époque de Mengistu Haile Mariam, qu'on appelait le Négus rouge. C'est-à-dire que le Parti communiste éthiopien a dirigé d'une main de fer cet ensemble qui, finalement, a toujours été tenu, rassemblé par la force durant des millénaires, puis par ce Parti communiste qui n'a voulu voir qu'une seule tête. Hein. Il n'était plus question de domination d'un groupe ou d'un autre, mais d'inféodation, d'affiliation, avec un mouvement qui était inféodé à Moscou et qui voulait maintenir l'unité de l'Éthiopie. Depuis la chute de l'URSS, l'Éthiopie est entrée dans une période troublée, comme d'autres régions du monde. Hein. Il me semble qu'on oublie souvent l'impact qu'a pu avoir la chute de l'URSS et du bloc communiste sur un pays comme l'Éthiopie. C'est-à-dire qu'en quelques jours, le dictateur Mengistu, craint, haï, tout ce qu'on veut, s'est enfui au Zimbabwe, et c'est la rébellion tigréenne qui a pris le pouvoir, finalement.
et la rébellion tigréenne, on reviendra, érythréenne, je veux dire, à travers les Tigréens. Donc, une révolution dans la révolution, c'est-à-dire non seulement il y a eu la chute du système communiste, mais il y a eu un basculement aussi à la tête du pouvoir sur un groupe qui était un groupe marginal, le Front de libération des peuples du Tigré. Ce mouvement se battait pour l'autonomie, pour l'indépendance, on ne sait pas trop, et il s'est trouvé à la tête de l'État de l'ensemble. Donc les Tigréens, je l'ai dit, c'est 6 à 8% de la population de l'ensemble de l'Éthiopie, et ils ont dirigé pendant 30 ans l'ensemble du pays, eux aussi d'une main de fer, hein, mais avec compétence. Ce sont des gens travailleurs dans l'ensemble, si on peut donner des expressions schématiques comme ça, qui ont impulsé avec le développement économique du pays. Et c'est un peu là qu'on est arrivé ces derniers temps, c'est-à-dire que l'option qui a été prise par les dirigeants éthiopiens, c'est d'une part de faire une fédération ethnique, on y reviendra, mais de sortir de ce problème de mosaïque par le haut, par l'économie, par le développement économique. Donc il y a eu un certain succès dans ce domaine. L'Éthiopie était un des nouveaux tigres du tiers-monde, finalement, un pays attractif par sa main-d'œuvre, mais aussi par la capacité de ses dirigeants à, finalement, faire fonctionner le pays, développer les infrastructures, lancer des projets, comme le grand barrage de la Renaissance, hein, qui a été lancé à partir de 2011 et qui vient d'être achevé cette année. Voilà, qui devait être le moteur, finalement, au sens propre, de l'économie éthiopienne. Alors, fédération ethnique, on a découpé le pays en fonction des, je dirais, de la présence des gens, de groupes dominants dans chaque région. Et tous ceux qui étaient minoritaires, même s'ils étaient là depuis des siècles, ont été chassés ou minorés, privés de leurs droits. Hein, fédération ethnique, c'est ça. C'est pas le droit du sol, c'est le droit du sang. Vous êtes dans une région qui correspond à la majorité, vous êtes tranquille, vous avez tous les droits, mais si vous appartenez à une autre ethnie qui, elle, est placée ailleurs, eh bien, parce que vos ancêtres sont venus là pour travailler la terre ou pour X raisons, eh bien, vous n'avez aucun droit. Et vous pouvez même être chassé pour faire venir dans un jeu de va-et-vient des gens de l'ethnie majoritaire qui sont installés ailleurs. Donc des échanges de population, comme on a connu entre la Grèce et la Turquie, ou bien entre l'Allemagne et... enfin, l'Allemagne a surtout récupéré des gens qu'on chassait, tous les Allemands de l'Est, de la Volga et d'ailleurs. Hein, vous voyez, des recompositions de population extrêmement inhumaines, finalement, et extrêmement pas opérationnelles. Parce que la question qui se pose, et qu'on peut se poser en tant que démocrate, quel est le support, finalement, de l'expression démocratique? Est-ce que c'est de réunir comme ça des gens qui sont tous pareils dans un endroit à côté d'autres qui sont aussi tous pareils, et puis après d'essayer de faire un pouvoir fédéral qui arrange les intérêts des uns et des autres? Ou bien est-ce que vous faites un système citoyen où tout le monde a les mêmes droits, les mêmes devoirs, et quel que soit l'endroit où il habite, tout en donnant compte des compétences, ou bien des affiliations religieuses ou linguistiques ou autres de chaque individu. Hein. Je crois que c'est là que l'Éthiopie a raté le coche d'une certaine manière, hein, parce que la notion de fédération ethnique, c'était une reconnaissance pour la première fois de l'existence de tous ces groupes ethniques, de toutes ces cultures, de toutes ces langues, de tous ces modes de vie, mais finalement ça a fait des frustrés et de tous les côtés. Donc il y a, au moment où on parle, des guerres entre gens, entre villages, entre gens à l'intérieur du même village. C'est-à-dire que dans les villages mixtes, vous avez des gens, vous leur demandez de sortir, vous brûlez leur maison pour récupérer leurs terres, sous le prétexte que leurs ancêtres, il y a 200 ou 300 ans, sont venus s'installer à cet endroit. Voilà, ça c'est un peu le gros problème qu'affrontent
le Premier ministre actuel, M. Abiy Ahmed, dont on pensait que c'était formidable parce que c'était un esprit bien fait à l'occidental et qui avait un papa qui appartenait à un groupe dominant, une maman à un autre, hein, Oromo et Amara, et puis qui avait fait les bonnes études, qui avait les réseaux et les contacts internationaux. Il a essayé de faire un parti de la prospérité, hein, ce qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire sortir de tous ces problèmes ethniques par la prospérité générale. Bon, prospérité générale, on voit où ça a mené, parce que les Tigréens, eux, avaient un autre projet qui était de prendre le pouvoir, de garder le pouvoir qu'ils détenaient depuis 30 ans, considérant qu'eux avaient mis à bas la dictature communiste, s'étaient battus dans le maquis pendant des années aux côtés des Érythréens, et considéraient que de toute façon ils étaient un peu la crème de la crème en Éthiopie, que les Amaras sont des gens un peu trop civilisés, trop amollis par la civilisation, hein, et eux sont des gens qui font des affaires, qui ont des compétences. Le patron, par exemple, de l'Organisation mondiale de la santé est tigréen, hein, est proche de ces groupes dirigeants. Et l'armée était tigréenne, pour l'essentiel. Tous les généraux de l'armée éthiopienne étaient tigréens. Donc ils ont préparé une opération qu'ils avaient prévue de longue date, qui était de rapatrier sur leur province natale le Tigré, tout l'armement et tout ce dont ils pourraient avoir besoin comme ravitaillement, pour le jour où la grande explication viendrait avec le pouvoir central. Avec des gens chez eux qui voulaient reconstituer un grand Tigré qui n'a jamais existé, un État indépendant, grand Tigré, et d'autres qui pensaient que les Tigréens devaient continuer à gouverner l'ensemble de l'Éthiopie. Voilà. On en est là un peu aujourd'hui parce que cette guerre a été menée de façon tout à fait atroce du point de vue de la population qui l'a subie. Et on sent avec la violence de cette guerre contre la population, hein, tout le ressentiment qui peut être nourri par un empire comme ça, où les groupes sont héritiers chacun de mémoire, d'oppression subie ou appliquée. Hein. Et il me semble que rien n'est réglé. Hein. Rien n'est réglé, d'autant plus que l'Érythrée est intervenue dans ce conflit qui a démarré donc, et qui s'est terminé pour l'instant. Hein. Mais l'armée érythréenne est intervenue pour lutter contre les Tigréens, alors qu'elle est elle-même composée de Tigréens. Et là, ça pose une autre question que je vous soumets, qui paraît intéressante. C'est un peu le poids de la colonisation, dans la mesure où vous avez un groupe, les Tigréens, un peuple, qui a été coupé en deux, et qui a connu deux destins différents. Les Tigréens sont devenus, sous les Italiens, en Érythrée, les loyaux serviteurs de l'Empire italien. C'est-à-dire qu'ils ont découvert la modernité du XXe siècle, les machines, l'administration moderne, ils ont acquis des compétences, et finalement ça a créé un gap avec les Éthiopiens qui, eux, restaient avec leur négus au Moyen-Âge, avec le servage, avec finalement très peu d'accès au monde moderne. Mais pour l'Érythrée, pour l'Éthiopie, l'Érythrée était une conquête précieuse. Ce n'était pas du tout un élément marginal, lointain. L'Italie n'avait pas de colonie. Bon, elle a pris la Libye aussi, qu'on lui a concédé. Mais elle a trouvé en Érythrée un peuple chrétien, un peuple paysan, pauvre, mais qui vivait dans les montagnes, un peu comme les paysans de Sicile ou de l'Apennin et du sud de l'Italie. Il n'y avait pas un différentiel de civilisation, de niveau de vie très grand entre les disoccupati, les chômeurs dont l'Italie regorgeait et dont Mussolini voulait se débarrasser, hein, et puis les paysans d'Érythrée. Ce qui fait que c'est une colonisation qui a été bien reçue de la part des gens du haut plateau d'Érythrée, qui étaient tigréens,
qui ont donc loyalement servi l'Italie, en se disant que maintenant, il n'était plus question de revenir sous la coupe d'un empereur moyenâgeux comme les Négus Haïlé Sélassié. C'est-à-dire que là, les frontières coloniales ont vraiment créé un différentiel, un gap entre le même peuple. Et on le voit encore à l'œuvre aujourd'hui, où les Tigréens sont au pouvoir, on peut dire, à Asmara, en Érythrée, avec d'autres, avec des musulmans, avec des gens de la côte, avec d'autres peuples, parce qu'il y a une dizaine de peuples en Érythrée, mais on refuse, c'est le choix inverse de celui de l'Éthiopie. Le gouvernement érythréen a décidé de refuser de nommer des peuples. On parle de langues. Il y a une dizaine de langues officielles, où il n'y a pas de langue officielle du tout en Érythrée aujourd'hui. Il y a l'arabe et le tigrinya qui sont considérés comme des langues véhiculaires, mais aucune langue officielle. Et il est interdit de faire mention de son appartenance, alors que chacun sait très bien à quel groupe il appartient dans les 10 tribus ou peuples d'Érythrée. Mais ces Tigréens-là, finalement, nourrissent un sentiment de haine difficile à comprendre à l'égard des Tigréens de l'autre côté de la frontière. Et ils ont envahi avec l'armée érythréenne, à laquelle personne n'a demandé d'intervenir, et surtout sans doute pas le gouvernement d'Addis Abeba. L'armée érythréenne est intervenue avec des gens sortis de prison, etc., pour piller le Tigré, violer, massacrer des gens qui étaient de la même ethnie, qui parlaient la même langue, qui avaient la même religion. Une frontière qui n'existait pas avant l'apparition des États modernes. Donc ça nous pose aussi une question, la création d'identités nouvelles du fait des frontières, du fait des régimes politiques et du fait d'une colonisation d'un côté qui n'a pas eu lieu de l'autre et qui crée un complexe de supériorité du côté de ceux qui ont été colonisés, c'est très particulier. Et quand vous allez en Érythrée, vous ne sentez pas de ressentiment à l'égard des Italiens. Moi, je suis allé souvent dans ce pays, mais on est toujours frappé du prestige que l'Italie a conservé dans la population, malgré le comportement un peu brutal sans doute de Mussolini, etc. Voilà. Mais l'armée érythréenne, ou les soldats érythréens sont considérés comme étant des harkis, finalement, ont été les harkis, si vous voulez, de l'armée italienne quand elle a conquis l'Éthiopie également. C'était des loyaux serviteurs de l'Empire. Tout ça crée des traces qui font que comment construire un État, c'est un peu une question qui se pose dans ces deux pays qui n'ont fait qu'un pendant de 1952 à 1991. C'était la 14e province, l'Érythrée, la 14e province de l'Éthiopie. Mais il y a eu pendant 30 ans une guerre de libération difficile à comprendre pour nous parce que, vu de loin, bon, c'est un peu les mêmes peuples. On va trouver les mêmes personnes, la même culture de part et d'autre, en fait. Donc c'est la construction d'ethnie, on peut dire, par le politique. Alors, après, les autres peuples de la Corne ont aussi des problèmes de construction d'État. La Somalie, bien entendu. La Somalie, encore une fois, elle s'est unie à son indépendance en 1960 avec la partie anglaise, le Somaliland. Somalia Italiana, Somaliland britannique, ont fait déjà deux pays qui se sont réunis en un. On a dit bravo, très bien, mais sur le drapeau somalien, il y a une étoile à 5 branches. Ces 5 branches sont les 5 parties de la nation somalienne. Alors, il y a une partie de Djibouti, où les gens sont somalis. Le président, la société dirigeante de Djibouti est d'ethnie somalie, si vous voulez. Et puis, il y a presque la moitié de l'Éthiopie qui est aussi Somalie, peuplée par des Somalis. Et un bon quart du Kenya est également peuplé de Somalie. Donc l'idée des dirigeants de la Somalie indépendante, c'était de réunir les 5 branches de l'étoile
Ce qui était, là encore, quelque chose d'assez, je dirais, non seulement utopique, mais peut-être que ça va à l'encontre de l'idée de créer un État, même un État-nation. Un État-nation ne veut pas dire un État où tout le monde est pareil. Hein. Loin de là. C'est construire une nation à partir d'un État. Voilà. Et moi, je me souviens être allé en Somalie, non, au Kenya, il y a plus de 40 ans, oui, 40 ans maintenant, et je fuyais un coup d'État à Nairobi, et je me suis retrouvé en territoire somali, et là, derrière chaque arbre, il y avait ce qu'on appelle les shiftas, les voleurs. En fait, c'était la guérilla somalie qui essayait d'attaquer les convois militaires kenyans. Donc, vous voyez, il y avait cette guerre larvée qui se poursuivait, dont personne ne parlait, déjà en 1982. Et la même chose en Ogaden éthiopien, il y avait le front de libération Somalie de l'Ogaden, qui a fonctionné pendant des années, qui attaquait les puits de pétrole que les Chinois essayaient de creuser dans la région, etc. Et puis, du côté de Djibouti, ben, ma foi, il n'y a jamais eu d'expression de volonté de rejoindre l'ensemble somalien. Alors aujourd'hui, on en est là, avec non seulement pas d'intégration d'unité somalienne, l'unité, elle est parce que les frontières sont artificielles et qu'on peut circuler aisément à dos de chameau, avec des avions. Moi, un avion qui transportait du CAT, leur drogue, voilà, d'un pays à l'autre, on s'arrête sur des pistes, enfin, tout le monde circule librement au sein de cet espace. Cela dit, le vrai problème aujourd'hui, c'est plutôt la désintégration de ce qui existe, de l'État somalien, qui lui est partagé en États fédérés. Des États fédérés qui ne sont pas forcément très loyaux au pouvoir central. Le pouvoir central ne contrôle que la capitale Mogadiscio. Et puis sinon, il y a des seigneurs de la guerre, où il y a des chefs de tribus, des chefs de clans, qui dirigent leur territoire sans que le gouvernement central ait rien à dire. Donc là, on a une forme d'État qui essaye, depuis 1960, depuis l'indépendance, de se construire, en essayant un système et puis un autre, sans jamais arriver. Et si on parle avec des Somaliens, ils vous diront peut-être, mais à quoi bon? À quoi bon un État? C'est-à-dire, nous sommes des nomades, nous circulons au gré de nos besoins dans ce vaste espace, et c'est un peu la façon dont la diaspora somalienne aussi fonctionne, hein, finalement, sans... les Somalis sont des gens qui se sont, pour beaucoup, exportés, hein, en Occident d'ailleurs, et qui fonctionnent avec des systèmes bancaires, par exemple, qui sont le système de la hawala, c'est-à-dire de la lettre de change, où c'est seulement la parole qui engage, il n'y a même pas d'écrit. Donc, à quoi bon un écrit? À quoi bon un État? Je veux dire, dans un pays où les gens fonctionnent comme ça, juste sur la parole donnée, sur l'appartenance à un groupe, à un sous-groupe, à une famille, ça nous paraît assez inconcevable, mais je pense qu'aujourd'hui, on a des problèmes aussi dans cette structure très, très souple, hein, j'avais parlé à une époque, à Asmara d'ailleurs, avec le président des tribunaux islamiques. Et ce monsieur était entouré de jeunes gens qui avaient fait leurs études aux États-Unis, qui étaient des technocrates, et avec un discours parfaitement cohérent et libéral. Il est devenu président de la Somalie après coup, mais même lui n'a pas réussi à appliquer le modèle qu'il avait envisagé en exil à Asmara, ni d'autres d'ailleurs. Je pense que tous les dirigeants qui se succèdent à Mogadiscio essayent de s'appuyer sur la Turquie, essayent de s'appuyer sur telle ou telle force étrangère. L'ONU est là, à travers les contingents africains qui essayent de maintenir l'ordre dans la Somalie utile, autour de Mogadiscio, je dirais. Pour le reste, eh bien, c'est un pays qui fonctionne, qui est à l'ONU, qui a des représentants, qui a une intelligentsia, qui a des commerçants, qui a du commerce aussi, mais dont on perçoit mal ce qu'un État pourrait apporter et comment un État pourrait obtenir l'aval de la population. Comment un État peut être légitime à partir du moment où le chef qui va être désigné, le ministre, n'est pas de votre clan. On ne parle pas de tribu, on parle de clan.
en Somalie, donc c'est vraiment très, très restrictif. Et on le voit aujourd'hui parce que au sud de la Somalie, on a découvert du pétrole offshore. Et dans une zone qui est contestée maintenant entre le Kenya et la Somalie. Eh bien, c'est le patron du Jubaland, c'est-à-dire l'État fédéré qui est tout au sud, qui discute avec Nairobi. Et Nairobi ne discute qu'avec lui, et pas avec le gouvernement central qui dit le pétrole c'est à nous, c'est pour tous les Somaliens, c'est pas seulement pour les gens du Jubaland. Eh bien, c'est un discours qui ne passe pas. Donc il y a toujours ce conflit sous-jacent pour des richesses qui pour nous n'en sont pas forcément, d'ailleurs, qui peuvent être des puits, des pâturages, hein, ou des troupeaux de chameaux. Alors maintenant, on a parlé d'Al-Qaïda. Hein. On parle beaucoup d'Al-Qaïda. Ben, écoutez, Al-Qaïda, moi je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas personnellement ces gens-là, mais je pense que c'est une création somalienne. C'est des jeunes. C'est des jeunes qui, eux, n'ont pas de travail de façon très banale, comme maintenant dans l'ensemble du monde, ou de ce monde-là, les gens prennent le bateau, marchent à pied à travers les déserts pour essayer d'arriver dans les endroits où ils auront un destin meilleur. Et puis ceux qui restent, eh bien, il y a Al-Qaïda. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait en Somalie... l'islam pratiqué en Somalie est un islam qui n'a rien de particulier, dans la mesure où c'est pas tellement un islam scripturaire, si vous voulez, comme au Soudan. Hein, il n'y a pas d'université religieuse, il n'y a pas de centre d'expansion qui définissent une norme religieuse en Somalie. Donc, on a un islam qui est où les coutumes traditionnelles sont encore très, très prégnantes. Alors, il ne faut pas oublier que quand les Anglais sont arrivés dans les années 20, il y a eu le Madmoullah, c'est-à-dire un chef religieux qui a réussi à fédérer les tribus. Ce qui arrive souvent, on l'a vu au Soudan avec le Mahdi aussi, hein, les chefs religieux qui arrivent parce qu'ils se placent au-dessus des tribus. Ils arrivent à faire... Toutes les tribus ont toujours besoin d'interface, que ce soit dans le désert, en Arabie ou autre, il y a toujours un aman, il y a toujours une troisième partie qui va régler les conflits entre deux parties. On n'est jamais face à face. Il y a toujours besoin d'un tiers au-dessus ou d'un tiers à côté. Ça peut être une tribu d'à côté, ou ça peut être quelqu'un comme un personnage religieux, comme ce que les Anglais ont appelé le Mad Mullah, hein, le Mullah fou, parce qu'il a réussi à fédérer l'ensemble du nord de la Somalie contre les Anglais. Et il a tenu le maquis, en quelque sorte, pendant des années, jusqu'à sa religion, sa rébellion s'éteigne, parce que ce sont des rébellions qui ne sont pas stables et fixes, puisqu'elles fonctionnent avec des nomades qui doivent se déplacer pour aller là où il n'y a plus, ou pour X raisons, parce qu'on leur propose plus d'argent ailleurs, etc. Voilà, pour ce qui est de la Somalie aujourd'hui, une situation précaire, instable, hors de portée de nos instruments de compréhension, mais très différente de ce qu'on trouve en Éthiopie, hein, où là, il y a vraiment un État qui essaie de se forger, et qui serait un État extrêmement puissant, un État sur lequel comptent aujourd'hui des puissances comme la Chine ou les États-Unis, il ne faut pas se leurrer. Hein. Eux ne veulent pas d'un émiettement de l'Éthiopie. Ils voudraient que ce pays soit stable, que l'Érythrée également sorte de cet enfermement, de ce cloisonnement obsidional dans lequel elle s'est mise elle-même, hein, qui permet au pouvoir de contrôler la population en leur disant « Souvenez-vous des sacrifices que nous avons faits pour vous libérer, donc maintenant vous êtes dans une cage qui n'est pas dorée, mais c'est votre cage et vous n'êtes plus opprimé par les voisins. » Voilà. Quant à Djibouti, c'est l'exemple type d'un État qui a été construit pour la France et par la France. Je dirais, pas pour les gens du cru. Les gens du cru, à Far Wissa, n'en avaient rien à faire des avions ou des paquebots, hein, ou des cargos ou je ne sais quoi. Donc la France a pris cette responsabilité, comme elle l'a fait ailleurs, de créer un État et de donner les clés à une famille, à une personne. Et puis après, rouler jeunesse, et on voit aujourd'hui que cet État échappe bien sûr à la France. Aujourd'hui, il est un peu aux prises avec toutes sortes de problèmes, mais il existe. Hein. On a longtemps pensé qu'en une journée, l'Éthiopie pouvait prendre Djibouti, ou bien que la Somalie pouvait prendre Djibouti. En fait, ça n'intéresse personne.
tout le monde est intéressé à avoir un endroit comme ça, un peu neutre, où on peut se rencontrer, discuter, faire des affaires. Donc Djibouti joue bien ce rôle jusqu'à présent. Le problème, c'est la satisfaction des citoyens de Djibouti. Djibouti a été une ville aspirante pour des gens qui venaient de toute la région environnante, et puis il y a des déséquilibres, bien sûr, puisque le magot n'est pas très, très épais, et il n'a surtout pas été partagé. Donc il y a une dynastie qui s'est mise en place, on peut dire. Bon, maintenant, il va y avoir sans doute des changements dans les temps qui viennent, mais c'est un État qui n'est pas vraiment assis, je dirais, reconnu par ses citoyens. Dans la mesure où, d'une part, beaucoup des habitants de Djibouti ne sont pas djiboutiens, et puis où, finalement, le pouvoir a été accaparé, il n'y a pas énormément de pouvoir à se partager, et donc une situation assez instable. Pour l'instant, il y a encore de l'argent parce qu'il y a des bases étrangères qui payent des rentes, mais, et puis il y a du commerce qui se fait, mais voilà la fin de ce tableau, un peu pays par pays, de cette corne de l'Afrique. La conclusion étant que, est-ce que la construction de l'État est une mission impossible? Non, mais il faut repenser l'État, et ce n'est pas transposer notre État qui permettra de régler les problèmes qui sont sur place. Merci.